Jean-Marc Véran reçoit aujourd'hui Caroline Chabot, qui consacre sa thèse de doctorat à mettre en lumière l'impact des grands événements médiatico-sportifs sur l'habitat des couches les plus défavorisées du Brésil. Bonjour Caroline Chabot. Bonjour. Après des études d'architecture, vous avez décidé de faire une thèse de doctorat en sociologie et en particulier d'étudier ce qu'on appelle communément les favelas, c'est-à-dire les bidonvilles, hein, vous nous expliquerez un peu plus en détail après, et de voir un peu comment des grands événements comme la Coupe du Monde de football en 2014 ou les Jeux Olympiques de 2016 ont pu avoir une incidence sur cet habitat urbain, comment ça s'est passé, en particulier à Rio, et puis je crois dans une autre ville plus au sud du Brésil. Mais avant de rentrer dans le sujet et le corps de votre thèse, il serait peut-être bon pour nos auditeurs de préciser ce qu'est une favela, parce qu'on a peut-être des images contrastées de cet habitat urbain. Tout à fait. Alors les favelas, il faut savoir que c'est le nom portugais qu'on donne aux bidonvilles. Les bidonvilles, on les retrouve dans la plupart des pays du monde, principalement les pays du tiers-monde. Et ils représentent une grande quantité de personnes. On leur donne aussi des noms différents en fonction des localités où ils se trouvent, des pays où ils se trouvent. Donc au Brésil, c'est des favelas. Mais au Sri Lanka, on les appelle des muduku. Au Gabon, ils ont le nom de matiti. Et en Inde, parfois, on les appelle des bustis. Donc il y a vraiment des noms différents en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Mais c'est un phénomène qui est assez général sur toute la planète. Alors ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est le nombre de bidonvilles qu'on peut trouver sur le monde. On a, depuis quelques mois, la population urbaine mondiale, elle est devenue majoritaire, contrairement à la population rurale. On a plus d'un homme sur deux aujourd'hui qui habite en ville. Et dans ces villes, on trouve une personne sur trois qui vit dans un bidonville. Alors la favela, qui est un de ces bidonvilles, elle est apparue il y a une centaine d'années à peu près dans les métropoles brésiliennes. Et elle vient de 3 événements majeurs qui ont eu lieu à peu près en même temps sur une période d'une cinquantaine d'années. Le premier événement, c'est la fin de l'esclavage qui a eu lieu fin 1888, où les anciens esclaves qui étaient enfin libérés sont arrivés en masse dans les métropoles pour trouver du travail et ils s'y sont installés. On a eu à peu près à la même période, 50 ans plus tard, la mécanisation des campagnes avec un exode rural assez important où les gens ont quitté les campagnes pour venir s'installer dans les villes et trouver du travail. Et aussi, à la même période, une crise du logement assez importante dans les villes brésiliennes. C'était difficile de trouver un logement. Et la convergence de ces 3 phénomènes a fait que cette grande masse de population, elle est venue s'installer en fait dans les interstices de la ville, les endroits qui étaient restés un petit peu libres. C'est-à-dire entre les quartiers, je suppose. Entre les quartiers, exactement. Entre les quartiers, là où c'était pas construit. Là où il y avait de la place, là où la population s'était pas déjà installée. Et alors, ces favelas au Brésil, vous avez évoqué des favelas en Afrique, en Asie, elles ont la même configuration, c'est le même type d'habitat ou bien on a des habitats un peu différents ? C'est pas le même type d'habitat que les bidonvilles d'Afrique, par exemple. Ceux d'Afrique sont souvent beaucoup plus massifs dans les villes. Ils représentent une proportion de la ville beaucoup plus importante. Au Brésil, par exemple, à Rio, c'est 25% de la population. Et en termes d'habitat, ça fait une centaine d'années qu'ils sont installés maintenant sur le territoire. Ils étaient au départ provisoires. Aujourd'hui, ils sont devenus permanents parce qu'ils se sont consolidés au fil des années. Ce ne sont plus des bidonvilles en tôle, en bois. Ils se sont consolidés. C'est des bidonvilles en dur, alors. Ce sont des bidonvilles en dur. Donc il y a des maisons faites en briques, avec parfois un étage, je suppose. Tout à fait. On a des rez-de-chaussée en briques, des étages en bois, et à chaque fois qu'une nouvelle génération arrive, on construit un étage supplémentaire. L'étage du dessous passe en briques, l'étage du dessus qui est construit repasse en bois. Ah d'accord. Ça se construit à la verticale. Longtemps, parce que depuis un siècle, on doit avoir maintenant des immeubles. Et c'est à peu près ça. On trouve des maisons qui ont 5, 6 étages. Et chaque étage est une génération. Ah d'accord, donc finalement, mais quand je suppose que la dernière génération disparaît,
Tout le monde descend d'un étage ou bien comment on fait Non, pas forcément. S'il y a de la place libre, les étages sont mis en location pour des nouveaux arrivants. Ça permet aussi de gagner un petit peu d'argent pour vivre. D'accord. Et dans ces favelas, est-ce qu'ils ont quand même, comme je comprends que c'est des zones de construction illégale, est-ce qu'il y a l'eau, l'électricité, enfin je sais pas, ou bien est-ce que c'est ils sont livrés à eux-mêmes? Il y a l'eau, l'électricité aujourd'hui dans la plupart des favelas du Brésil, dans la zone sud en tout cas du pays qui est la zone la plus riche. Après, ça a été installé par les habitants eux-mêmes. C'est pas les services publics qui ont installé les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, c'est les habitants. Que cherche-t-il sur RCF? Nous recevons aujourd'hui Caroline Chabot. Alors, vous nous avez parlé des favelas au Brésil, un peu ce qu'elles étaient, d'où elles viennent, quelle est la situation actuelle. Donc il y a eu de grands événements au Brésil, en 2014 la Coupe du Monde, en 2016 les Jeux Olympiques. Est-ce que les favelas ont été impactés par ces phénomènes et qu'est-ce qui s'y est passé? Parce que c'est le cœur de votre thèse, je crois. C'est exactement ça, oui. Il s'y est passé beaucoup de choses, en fait. Il y a eu beaucoup d'impact avec les événements qui ont été reçus au Brésil, avec la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. Moi, je les ai classés en 4 catégories, c'est les effets des événements. Le premier que j'ai pu noter, c'est celui qui tend à rendre la pauvreté, en fait, un peu invisible, ou même complètement invisible, avec différents processus. On a par exemple celui des expulsions forcées. C'est le cas d'une des favelas qui s'appelle Villa Autodromo, qui était située juste à côté du parc olympique, qui a été construit à Rio pour recevoir les Jeux olympiques. Elle s'est retrouvée, ça faisait pas très bien, finalement. Elle s'est retrouvée dans la lumière, dans les champs de caméra. Donc ils ont, par différents processus, ils ont réussi à évincer la population et à la reloger un petit peu plus loin. Le deuxième processus, c'est celui de la dissimulation, alors notamment à travers de la construction de murs qui permet de masquer les favelas depuis les points touristiques, donc depuis la zone sud de Rio, et qui sont érigés le long de ces habitats pour les dissimuler, pour les cacher.
Ils sont aussi, ces murs, la plupart du temps, sur le trajet qui mène de l'aéroport jusqu'au stade, par exemple, puisque ce sont des trajets très, très empruntés par les touristes. Oui, très empruntés par les touristes, et donc ça fait pas bien. Il vaut mieux qu'il y ait un grand mur que... C'est ça. Après, on leur donne différentes significations, mais le sens caché derrière ces murs, c'est celui-ci. Mais derrière le mur, on n'a rien fait finalement. Non. Ou pas grand-chose. L'autre processus, c'est celui de l'embellissement, qui, en fait, au lieu de cacher ou de déplacer la favela, on l'embellit avec des travaux de peinture, des travaux de réparation des fenêtres, des portes. C'est plus conforme, ça. C'est plus conforme. À l'esprit. Après, ce qui s'est passé, c'est que ces travaux qui ont été faits donc à Rio, qui ont été faits aussi à Curitiba, la deuxième ville que j'étudie, ils se sont concentrés sur les façades visibles par les touristes et peu à l'intérieur même des favelas qui sont difficilement accessibles par les touristes. Oui, de toute façon, je crois que c'est assez difficile de faire des travaux dans une favela parce que les rues sont particulièrement étroites. Elles sont très étroites, mais ça n'empêche pas les travaux de peinture sur les façades. Ah ouais. Ça n'empêche pas. Le dernier processus de cette catégorie, c'est celui de l'effacement symbolique, où en fait les favelas sont effacées des supports publicitaires, tout simplement. On avait le cas des cartes Google Maps, oui. Où les favelas ont été, le mot favela a été supprimé des cartes quelques semaines avant la réception de la Coupe du Monde de 2014. Pourquoi avant, sur Google Maps, il y avait, mettons, une favela, enfin, il y avait un endroit, il y avait marqué favela Saint-Martin ou Sainte-Rosalie, j'en sais rien. Enfin, oui, c'était mentionné sur les cartes directement. Ah, c'était favela. Et ils ont supprimé le mot favela. Ils ont supprimé le mot favela directement des cartes. Ils ont quand même laissé le nom du quartier, non ? Quand on zoome beaucoup dessus, oui, mais sinon, non. Et le but, c'était que les touristes, en zoomant sur la carte de Rio, ne voient pas ça en premier, ne prennent pas peur, et que ce ne soit pas le premier élément visible de la ville. Alors le deuxième facteur, puisque vous avez dit qu'il y en avait 4... Le deuxième effet, c'est celui qui, en fait, transférerait les espaces pauvres vers la périphérie de la métropole, parce que les bidonvilles, notamment de Rio, mais de Curitiba aussi, se trouvent majoritairement dans le centre-ville. Et les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde ont permis un transfert de ces espaces vers la périphérie. Alors, notamment, c'est-à-dire qu'on a pris les gens, on a dit, ben voilà, on vous reloge un peu plus loin. C'est ça. On les a relogés dans un programme d'habitation qui s'appelle Minha Casa, Minha Vida, où en fait ce qui se passe, c'est un échange de clés. Enfin, attendez, ça, ma maison, ma vie. Ma maison, ma vie. Ah, ma maison, ma vie, d'accord. C'est ça. Et c'est un programme qui est à l'échelle du pays entier et qui permet de reloger les populations les plus défavorisées. Le problème de ce relogement, c'est qu'ils sont très loin des centres-villes. Ils sont parfois à plus de 2 heures de l'ancienne localisation où les gens habitaient. Ce qui veut dire mais alors comment les gens qui travaillaient font... Parce que d'après ce que j'ai compris, les gens travaillent quand même dans les favelas. Les gens ne sont pas au chômage, ils sont pas... Pas du tout, ils travaillent, ils gagnent pas beaucoup, ils gagnent pas très bien leur vie, mais ils travaillent. Ouais. Et quand ils sont relogés très très loin de leur emploi, ils perdent leur emploi, tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas y rester longtemps, finalement, dans ce nouveau logement. Et en plus, ces nouvelles maisons, alors elles sont toutes identiques, elles sont répétées les unes à côté des autres. On peut en trouver 100, 200 sur le même espace. Et il n'y a pas très peu d'équipements scolaires, d'équipements de santé, d'hôpitaux. Même les transports en commun, les routes, les métros, les bus, c'est très peu desservi. Alors vous dites finalement, ils sont mieux desservis quand ils sont dans une favela que quand ils sont en périphérie de ville ? Tout à fait. Ils sont au cœur de la ville. D'accord. Oui, donc ils ont tout à disposition, quoi. D'accord. Et après, on les reloge. Il y a d'autres méthodes de transfert Il y en a un autre. Alors là-bas, ils appellent ça le déplacement blanc. Et ça arrive dans certaines favelas qui deviennent beaucoup plus touristiques et qui du coup sont beaucoup plus demandées. Les prix grimpent, il y a des hôtels qui viennent s'installer, des restaurants un petit peu plus haut de gamme, les matériaux changent, ça devient plus noble. On fait des hôtels dans les favelas ? Tout à fait, on fait des hôtels dans les favelas, on fait des bons restaurants aussi, on voit s'installer des magasins de sushi, même un McDonald's bientôt dans une des favelas de Rio. Et ce qui fait que les prix des loyers deviennent très très chers pour les populations les plus basses de la favela. Ça devient très cher et elles sont obligées de quitter cet emplacement puisqu'elles ne peuvent plus payer le loyer et d'aller s'installer là où il reste de la place, donc en périphérie de la ville.
Que cherche-t-il sur RCF? Nous recevons aujourd'hui Caroline Chabot. Alors, vous nous avez parlé un peu ce que c'était qu'une favela dans la première partie de notre émission, puis vous nous avez parlé des phénomènes qui affectent maintenant les favelas, enfin qui ont affecté les favelas suite aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, etc. Vous nous aviez dit qu'il y avait 4 aspects que vous aviez mis, enfin 4 éléments qui favorisaient cette modification. Vous en avez cité 2, il y en a 2 autres, je crois. Oui. Alors quel est le troisième? Le troisième, c'est celui qui viendrait à transformer la pauvreté en atout, qui ferait de cette pauvreté quelque chose à montrer. Donc, il y a plusieurs processus aussi dans cet effet-là. Le premier, c'est la muséification, où certaines favelas sont devenues un petit peu des trophées qu'on montre aux gens, puisqu'elles sont symboles aussi d'une culture, d'un espace, d'une identité propre à la culture brésilienne. On a l'exemple d'une favela qui est dans le centre de Rio, proche dans la zone portuaire, Oui. qui est située entre l'endroit où les bateaux accostent, où les paquebots de touristes accostent, et le Sambodrome, qui est le lieu qui reçoit le carnaval, qui est un événement D'accord. très important Oui, bien pour les sûr. Brésiliens. Et ils ont créé ce qui s'appelle un musée à ciel ouvert, qui permet de rejoindre ces 2 sites directement du paquebot, enfin du quai En traversant une d'accostage. favela. En traversant la favela. Il y a une petite ligne qui traverse qui est tracée sur le sol et qui permet de montrer un petit peu aux gens à quoi ressemble Alors, ils l'ont une arrangé favela. cette favela ou bien ils l'ont laissée en l'état? C'est là le problème, c'est qu'ils l'ont arrangé et ça pose le problème de l'authenticité de... Oui. D'ailleurs, on traverse C'est une ça. favela, mais ça n'en est plus une. Ou ça en est encore un peu. C'en est une, mais les endroits qui sont traversés ont comme été un peu gelés. Le deuxième processus, c'est celui de la naissance des guides touristiques, qui est quelque chose qui n'existait pas, des guides touristiques centrés sur les favelas, et qui sont apparus à peu près au moment des Jeux Olympiques. On en trouvait beaucoup dans les métros, des guides qui permettaient de lister les endroits où il y avait de la bonne gastronomie dans les favelas, des meilleures favelas à visiter dans la ville, et qui faisaient même Et il partie... y avait le guide du- Michelin des favelas. Il y avait le guide Michelin. Mais c'était dans le même circuit de tour de la ville, comme on va visiter le Corcovado, comme on va voir Copacabana, Ipanema, le pain de sucre. On peut aller visiter une favela, ça D'accord. fait partie du circuit touristique. Et on a aussi le troisième processus qui est lié en fait aux 2 premiers, qui est celui directement du tourisme, avec des compagnies maintenant étrangères qui viennent proposer des tours dans les favelas. Ça s'appelle des favela tours, où ils nous prennent le matin à notre hôtel, ils nous mettent dans une jeep et on peut passer la journée à sillonner les favelas. Ils proposent même d'aller jouer avec les enfants le soir sur la plage. Ça coûte très cher, à peu près 90 € pour une journée. Et les gens qui sont dans les favelas en voient un peu la couleur de ces 90 € ou bien... Non, Non. non. Pas avec Je les grandes suppose. compagnies. Il y a un tourisme un peu parallèle qui s'est mis en place avec des habitants qui sont devenus guides et donc qui habitent dans les favelas et qui essayent de montrer un petit peu la vraie vie de ces espaces d'une façon un peu plus centrée, un peu plus proche de la réalité. D'accord. Enfin, c'est pas comme quelqu'un qui ira passer, qui décidera d'aller passer un an dans un bidonville pour Non. aider au sein Pas du d'une tout. organisme, des ONG, etc. C'est superficiel. Là, on est totalement dans C'est très dans superficiel. l'irréel, quoi. Enfin, On voit même des touristes qui récupèrent des morceaux de favela pour les mettre dans leur sac, un petit peu comme un souvenir. On voit ça. Alors ça pose des problèmes pour ces espaces qui sont déjà pas très stables au niveau constructif. D'accord. S'ils emmènent un bout de mur de maison, D'accord. ça n'arrange pas la situation. Alors, le 4e élément, c'est... Le 4e, c'est celui en fait qui viendrait redéfinir les frontières même de la favela, qui ont des frontières qui sont définies spatialement. Et la réception des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde, ça donne des frontières qui sont différentes. On a la pacification à Rio. Alors, le concept de pacification, il s'est déroulé dans les années 2000, vers 2007-2008. Et le gouvernement de Rio a décidé d'envoyer dans les favelas des groupes armés Oui, on avait vu ça et à la la police télé, oui. pour récupérer ces espaces qui sont la plupart du temps soumis au trafic de drogue, à la violence, à la criminalité. Et ils ont fait des grandes opérations massives, très médiatiques, pour récupérer ces espaces et montrer au monde qu'ils avaient la situation Ça en a main. duré?
Non, ça ne dure plus. Ça a duré le temps des événements. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a un retour de la violence assez grande dans ces espaces. Alors finalement, ça vous a montré finalement que tous les efforts qui ont été faits ont été quand même, soit où on a valorisé la favela, soit on l'a cachée. Quel est l'avenir des favelas aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont encore un avenir ? Oui, elles ont encore un avenir. Il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver massivement dans les villes. Il y aura toujours des gens qui vont venir s'y installer, des couches de la population qui sont plus pauvres. Après, ça dépend des villes et de comment ils traitent ces est-ce espaces-là. que l'État brésilien a la capacité à surmonter ce problème ou pas ? C'est difficile Ils ont à la dire. capacité intellectuelle, ça c'est sûr. Oui, les moyens financiers, ça c'est moins sûr. C'est moins sûr. Oui. Ça va être plus difficile. Vous prévoyez de retourner au Brésil bientôt ? Pas dans l'année, Oui. mais prochainement, oui, j'aimerais bien, oui. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez peut-être plus l'occasion d'être à Copacabana ou à Ipanema que dans une favela, parce que je suppose que vous avez dû longtemps traverser les favelas de Rio. Oui, passer 1 an et demi avec mon sac à dos dans les bidonvilles du Brésil. Eh bien, j'espère que vous aurez plus de plaisir sur les plages. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à l'occasion, quand vous aurez terminé votre thèse, peut-être, ce sera l'occasion de se rencontrer. Avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir.